Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui dans l'Essonne. Nous irons à Grigny, l'une des communes les plus pauvres de France. Nous irons également dans le 2e arrondissement de Paris ou dans un village de Seine-et-Marne. Différentes destinations, différents maires. Le maire, acteur numéro 1 de la vie d'une ville ou d'un village, personnage politique préféré des Français. Quelle est sa vocation? Quel est son quotidien? Quels sont ses combats? Les maires sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin qui est aujourd'hui installé au château de Courrance dans l'Essonne. Il n'est de maire que celui qui consent à être littéralement dans sa ville, qui en épouse, qui en assume toutes les querelles. Il y a quelque chose de sacerdotal dans la fonction municipale. Citation de Philippe Séguin à propos de celui qui est une figure incontournable de la vie politique française, l'élu préféré des Français, le maire. Savez-vous qui est votre maire? Savez-vous quel est exactement son rôle, son pouvoir? Qu'est-ce qui nourrit l'engagement d'un maire et nourrit son quotidien? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Des financements en constante diminution, malheureusement. Des nouveaux territoires aussi. On en parle avec nos invités. Nous avons voulu représenter la diversité de l'Île-de-France. Nous avons choisi aussi, puisque ce n'est pas le sujet, de ne pas donner leur étiquette politique. Nous sommes là pour parler de leur vie au quotidien et de leur rôle au sein d'une commune. J'accueille sur ce plateau avec plaisir Philippe Riot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes maire de Grigny, dans l'Essonne, le département où nous sommes aujourd'hui. Grigny, commune de 30 000 habitants, qui est aussi l'une des communes les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté de 45%. La pauvreté à perpète, on en a marre, dites-vous. Les rapports à répétition aussi, les problèmes, on les connaît. Vous voulez de l'action concrète et vous l'avez même écrit l'été dernier à Emmanuel Macron pour lui demander de ne pas oublier les quartiers en difficulté, les quartiers populaires. On va en reparler ensemble. Yves Dutheil, quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Vous avez été maire de Précy-sur-Marne pendant 25 ans jusqu'en 2014, où vous avez jeté l'éponge et vous nous direz pourquoi au cours de cette émission. Un artiste, un rêveur aux commandes d'une commune, ça donne quoi? On a voulu savoir pourquoi cet engagement pendant si longtemps. Quelles sont vos plus belles victoires aussi, ce dont vous êtes le plus fier peut-être. La chanson en tout cas reste le pilier principal de votre vie et d'ailleurs vous nous avez gentiment apporté votre dernier album qui s'appelle Respect. Vous allez nous livrer votre témoignage dans un instant. Marième Tamata-Varin, bonjour. Maire, alors, vous êtes une femme et il y a un gros débat, j'ai cherché, à l'Académie française des grammairiens pour savoir quel mot on emploie pour une femme mère. Mairesse, c'est pas tellement permis. Femme mère, tout simplement. Tout simplement. Voilà. C'est l'occasion de dire que les femmes, c'est 12% des maires de France seulement, 19% des maires en Île-de-France. Vous êtes maire de Yèble, en Seine-et-Marne, 800 habitants. Petite commune, rurale depuis 2014, en tout cas très engagée sur le terrain. Vous nous raconterez la mobilisation extraordinaire autour d'une école, notamment, et c'est un bon exemple de ce qu'une ville doit faire, se retrousser les manches parfois pour sauver ce qui fait son cœur, à savoir l'école. Vous aimez vous sentir responsable et utile. Jacques Bouteau, bonjour. Bonjour. Il y a les petites communes rurales d'un côté, en Île-de-France, et puis les énormes agglomérations, Paris en tête évidemment. Vous êtes maire du 2e arrondissement depuis 2001, fervent partisan de l'action de proximité et l'un des premiers d'ailleurs à avoir installé ces fameux conseils de quartier. On va voir ce que c'est. Vous faites partie aussi de ceux qui n'hésitent pas, vous le dites, à se lancer dans des actions
impopulaire. Cantine bio, tri des déchets, moins de voitures. Au début, ça grince, mais vous croyez à l'action à long terme. Ça fait partie de votre engagement et de votre responsabilité de maire, dites-vous. Alors, on le disait en introduction de cette émission, le maire, c'est l'élu préféré des Français, hein, le plus populaire. Mais le connaît-on vraiment? Sait-on qui est notre maire? Quelles sont ses fonctions, ses pouvoirs? Petite interro citoyenne pour commencer cette émission. Est-ce que vous connaissez votre maire? Pas tant que ça en fait. Le maire du 15e, oui, c'est... Non, je sais plus en fait. Est-ce que vous connaissez votre maire? Oui. Non, pas du tout moi. Le maire, c'est... j'ai oublié son nom, mais je le connais. Je sais qu'il s'appelle Jacques Kosowski. Ah, quand même. Ouais, mais c'est tout ce que je connais. Je suis dans un petit village, donc on connaît les maires. C'est quoi les fonctions d'un maire? C'est la gestion déjà de tout l'équipement collectif local. Les fonctions d'un maire, c'est une bonne question. Ah, je suis tellement pas intéressée par ça, c'est horrible. C'est s'occuper de l'urbanisme, s'occuper des écoles, s'occuper des loisirs, beaucoup de choses. Pour moi, les fonctions d'un maire, c'est d'être disponible pour les habitants de la ville, de prendre en considération toutes les attentes. Répondre aux besoins de la communauté. Un maire, il fait à la fois l'assistante sociale. Les gens viennent le voir aussi bien pour mettre la grand-mère en maison de retraite que pour trouver du travail, contrairement aux autres hommes politiques qui, eux, sont un peu déracinés. Donc c'est un mandat important? Oui, bien sûr, c'est un mandat important, ouais. C'est plus proche forcément qu'un ministre, qu'un président. J'aime pas forcément les politiques en général, leurs idées qui sont très arrêtées et qui finalement correspondent pas avec la vie des gens. Donc peut-être que les maires, c'est peut-être faire le passage entre ça. Voilà, 1280 maires en Ile-de-France, pour être très précis, 19% de femmes, on le disait. Une étude révèle qu'un Français sur deux ne connaît pas le nom de son maire. On a entendu aussi dans ce petit micro-trottoir quelqu'un parler d'assistante sociale. Que vous inspirent ces propos aux uns et aux autres? Allez, honneur aux femmes. C'est tout à fait ça. En fait, sur les petites communes, effectivement, le maire a une multicasquette, multifonction, comme on dit. On est assistante sociale, psychologue, employeur. On fait un peu tout. Agent communal, agent technique. Quand ça va pas à la cantine, on n'appelle pas l'agent technique en premier, on appelle Madame le maire d'abord. Le robinet ne fonctionne pas, la vaisselle est bloquée. Bon. Voilà, c'est vrai que dans les petites communes, le maire a une proximité peut-être plus importante que sur de plus grosses agglomérations. Et du coup, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand il y a un décès qui ne nécessite pas la présence du maire, tout de suite, on téléphone au maire. Savez-vous, il y a eu un décès. Qu'est-ce qu'on fait? Multicasquette, Yves Dutheil, dans une petite commune, vous confirmez 25 ans aux manettes? Oui, le maire, c'est à la fois l'avocat qui règle les problèmes de différends entre voisins, c'est celui qui écrit le bulletin municipal, l'édito, les articles. C'est celui qui va aussi défendre la commune par rapport à l'administration et défendre l'administration par rapport aux habitants. Donc c'est vraiment un multicarte. Multicarte. Et en fait, dans les petites communes, on est seul à gérer tout. L'humain, le scolaire, le travail, la voirie, la station d'épuration qui est bouchée. Oui, non, mais c'est des exemples très concrets pour qu'on se rende bien compte. Alors là, on vient de parler des petites communes, mais si on passe de 800 habitants à 30 000 habitants, comme c'est le cas à Grigny, mais on reste quand même ce pivot et ce personnage multicasquette. Couteau suisse. Couteau suisse. Bon. Couteau suisse de la République, parce que nous devons trouver des réponses à tout. Que ce soit dans l'hyper-proximité, on gère des équipements, avec les risques que cela, des voiries, des relations avec l'administration, des différents habitants aussi. Et donc, moi j'aime bien le couteau suisse. Couteau suisse. Et alors, si on grossit encore le territoire et qu'on arrive dans une grosse agglomération comme Paris, même si vous, c'est au niveau du 2e arrondissement, idem, vous êtes... D'abord disponible. Je crois que ça a été dit dans le petit film que vous nous avez montré. Ouais. Les élus de proximité doivent d'abord être disponibles pour leurs concitoyens. Ils ne sont que
l'un d'eux qui les représente à durée déterminée, le temps d'un mandat, et ils doivent être d'abord à leur service. C'est bien, et on va faire un petit cours d'éducation civique pour rappeler le cadre quand même, parce que là vous donnez votre expérience, mais c'est le président du conseil municipal qui a été lui-même élu à l'issue des élections municipales pour un mandat qui dure 6 ans. C'est l'autorité décentralisée de la République, vous le disiez, il a des pouvoirs, des responsabilités qu'il exerce via des arrêtés, les fameux arrêtés municipaux. Et puis, ça, on l'oublie souvent, le représentant de l'État sur le territoire de la commune, c'est-à-dire un officier d'état civil et officier de police judiciaire. Un petit mot sur sa rémunération tout de même, parce que un maire, cela va de 646,25 € pour être précis, pour un village de moins de 500 habitants, à 8650,59. Ça, c'est le maximum. C'est pour le maire de Paris, en l'occurrence la maire de Paris. Aujourd'hui, rôle essentiel, vous l'avez dit, et donc un engagement, voire un sacerdoce au quotidien. Pourquoi devient-on maire? J'avais envie de voir avec vous ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure. Yves Dutheil, vous, on vous connaissait plutôt pour vos chansons, évidemment, qui ont baigné notre enfance, notre vie, mais on vous connaît moins dans ce rôle que vous avez pourtant rempli à Précy-sur-Marne pendant 25 ans. Comment on passe de la guitare qui me démange à l'écharpe tricolore? C'est une question de carrière, mais pas de la mienne. C'est en fait une carrière qui a décidé de s'implanter sur la commune. Ah, vous parlez d'une carrière d'extraction. Une carrière d'extraction de voilà. Or, ça allait complètement changer la nature de ce village rural, avec des camions, avec des bulldozers. Où vous viviez, ce village où vous viviez? Nous y vivions depuis 12 ans à ce moment-là, très tranquille. Donc, on a commencé à se renseigner, et puis de fil en aiguille, on a été amené à mobiliser un petit peu les gens pour qu'ils exigent de savoir exactement. Et puis on a fait une association, et puis encore une fois, les événements ont fait qu'à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si c'était pas plus lourd de jouer la mouche du coche, en harcelant les élus pour qu'ils fassent ci, pour qu'ils fassent ça. Et puis on s'est posé la question à un moment donné, à 3 mois des élections, est-ce qu'on ne serait pas fondé de le faire nous-mêmes plutôt que d'essayer. Réclamer. Voilà. Donc, on a réfléchi, puis on s'est présenté, puis on a été élu, et on s'est retrouvé avec ce truc pour 6 ans entre les mains dont on ne connaissait même pas le début, quoi. Et on a appris sur le terrain. Ouais. Et puis après, là, on peut dire que c'est ma notoriété qui a joué le rôle de publicitaire, en fait. Donc, j'ai aucun orgueil, je veux dire, à avoir été élu, sauf qu'après, on s'est représenté, et là, on a été élu 4 fois. Vous dites on. Oui, parce que c'est pas je. Non, mais vous parliez d'humilité tout à l'heure. On le sent naturellement dans vos paroles. Hein. D'abord, mon épouse était avec moi au conseil en tant que maire adjoint. Ouais. Et ensuite, c'était une équipe, plusieurs équipes successives, avec des gens qui sont devenus des amis entre-temps. C'est un engagement collectif. C'est un engagement collectif, c'est un travail d'équipe. Le maire n'est pas le patron. Moi, j'ai jamais considéré que j'étais le chef d'une équipe. J'étais vraiment l'animateur, celui qui porte-parole. Parce que j'avais un avantage, c'est encore une fois cette notoriété qui me permettait d'ouvrir les portes, d'avoir accès au président du conseil général, régional, d'avoir l'oreille du préfet, etc. Donc j'étais un peu relation publique, les grands projets, les dossiers un peu à présenter. Ouais. Mais derrière, il y avait toute une équipe qui travaillait vraiment de façon très concrète, et des gens qui se sont rendus extrêmement savants sur le fait de la construction d'une station d'épuration, de la réalisation d'équipements complexes, de financement qu'il fallait bien anticiper, parce qu'après, il faut payer, il faut pas que la commune soit endettée, etc. Ouais, donc c'est vraiment un engagement collectif et au quotidien. Jacques Bouteau, vous, maire du 2e arrondissement de Paris depuis 2001, pareil, c'est quand même un poste, même s'il n'est pas, comment dire, dévolu à votre personne, et vous dites que c'est un engagement collectif, vous dites quand même que vous vous êtes retrouvé là par hasard, Tout presque. à fait. Racontez-nous. C'est un peu le même parcours que celui d'Yves Dutheil, c'est-à-dire que moi j'étais un militant associatif, et avec d'autres on se désolait de voir l'inaction des élus en place. Et puis quand on était reçu par les élus de l'époque,
il nous disait « je peux pas, c'est pas possible ». Non. Alors un jour, on s'est dit « mais… » On va y aller nous-mêmes. Exactement. Puisqu'eux n'en sont pas capables, eh ben on va y aller nous-mêmes. Et puis donc, on s'est présenté en tant qu'associatif, soutenu par le Parti de l'écologie politique, et qui n'a pas beaucoup de place qu'il avait en 2001. Eh bien, le discours qu'on a tenu, le fait qu'on expliquait aux gens qu'il fallait se réapproprier leur propre destin et agir selon un intérêt collectif et non pas un intérêt très, très lointain ou laisser passer les lobbies ou être coupé de la population, ben, tout ce discours a été entendu et puis contre toute attente, on a été élus et j'ai dirigé l'équipe municipale depuis 2001 et je la dirige toujours. Mariam Tamara-Varin, vous, c'est plus récent, 2014, et un parcours, j'ai envie de dire, peut-être plus progressif, moins propulsé comme ça, dans le village de Yèble, 800 habitants, puisque vous étiez déjà d'abord au conseil municipal, et puis maire adjointe, et puis repéré par l'ancien maire. Pourquoi il vous a repéré, vous ? À l'origine, c'est parce que j'étais très active dans les associations de la commune. J'étais dans l'association des parents d'élèves. Donc, c'était les premières associations de parents d'élèves qui se constituaient. Donc, comme toute association, on avait beaucoup de revendications pour nos enfants. Et puis, j'ai intégré ce qu'on appelle le foyer rural qui existe dans beaucoup de communes rurales, donc qui s'occupe de tout ce qui est animation de la commune. Et puis, c'est comme ça que le maire s'est dit, bon, il avait besoin de personnes motivées, actives, pour constituer une nouvelle équipe. Donc, j'ai intégré le conseil municipal en 2008 et étant très active et n'aimant pas l'inaction, donc au sein du conseil municipal, très vite, j'ai été chargée de certains dossiers qui relevaient plutôt de la fonction d'adjoint parce que passionnée par certains sujets. Et donc, quand la place d'adjoint s'est libérée en 2011, c'est naturellement qu'on m'a proposé de prendre la place du deuxième adjoint. Donc, voilà. Et puis, en 2014, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que sur le premier mandat, ça s'est plutôt mal terminé avec l'ancien maire, mais au niveau de l'équipe, c'était pas... je pense que les aléas de la vie des uns et des autres font qu'à un moment donné, on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Et on s'est posé la question avec certains élus de savoir si on continuait l'aventure ou pas. Et ça a été tout de suite, en tout cas pour ma part, un oui, puisqu'en fait, on avait des dossiers qui n'étaient pas terminés et des dossiers qui nous tenaient à cœur, qui concernaient toute la population, il y en avait un même qui mettait en danger la commune. Donc, il fallait absolument qu'on aille au bout des choses et c'est comme ça que l'envie de se présenter en 2014 est venue. Philippe Rio, master d'urbanisme à Sciences Po. Et des projets de renouvellement urbain. Puis vous aussi, vous entrez au conseil municipal de Grigny. Vous succédez en 2012 à Claude Vasquez, qui a été maire de la ville pendant 25 ans. Et vous avez alors 38 ans au moment où vous accédez à ces fonctions. Maire d'une commune de 30 000 habitants à cet âge-là, qui... en plus, est l'une des communes les plus pauvres de France, avec énormément de problèmes économiques et sociaux. Sacré défi à relever, quand même. Oui, peut-être un peu de folie. Comme le disait Yves ou mes collègues, c'est un travail collectif, on n'est pas seul. Il y a le pouvoir qui peut isoler un peu, mais il y a quand même un travail, il y a des collègues élus, il y a aussi des fonctionnaires qui sont géniaux. Qui nous accompagnent pour relever les défis que nous avons à relever collectivement. Moi, c'est un engagement d'abord citoyen, un engagement ensuite associatif, et puis on a beaucoup parlé d'association, même de militantisme. Je suis aussi un militant politique, mais nourri de ces engagements que j'ai pu avoir d'instituteur, parce qu'il y avait dans nos quartiers populaires des instituteurs et des institutrices qui faisaient toujours un peu plus pour que nous réussissions, des... bénévoles associatifs qui nous accompagnaient là au sport, à la musique, sur lequel nous nous appuyons, mais on le voit, on a une sensibilité à faire en sorte que ces gens-là qui créent le vivre ensemble de notre pays, le socle, ce lien social si important, on vient tous de là en fait. On a beaucoup d'estime pour ces gens-là et ensuite, moi effectivement, j'ai grandi et j'ai voulu peut-être redonner ce que l'on m'avait permis d'avoir, tout simplement.
Tâche immense, responsabilité très grande, des revenus pas mirobolants, un sacré engagement. L'âge n'a pas d'importance, dit en écho Julien Bachar, qui a 31 ans, s'est retrouvé propulsé à Saint-Gratien, c'était en octobre dernier. Le plus jeune maire du Val d'Oise veut être un élu proche de ses habitants et nous l'avons suivi, c'est un reportage de Tania Watine et Louise Simondet. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va? Certains habitants le reconnaissent. À 31 ans, Julien Bachar vient de troquer le jean basket pour le costume cravate. Car depuis mi-octobre, il est maire de cette commune de 20 000 habitants. Avec cette directrice de cabinet, il fait le tour des acteurs municipaux. Direction l'école Ferrandi, un institut d'apprentissage des métiers de l'hôtellerie-restauration avec lequel il a déjà monté des projets, mais il était alors maire adjoint. Aujourd'hui, c'est lui qui tient les rênes de la ville. C'est une émotion, mais bien sûr en partie une fierté, parce que clairement, être aujourd'hui le maire de sa ville, c'est quelque chose de très émotionnel. Mais à côté de ça, on est pris dans le feu de l'action et donc on n'a pas le temps de penser à ces émotions. On est vraiment dans le job à 100% dès le premier jour, dès la première heure. Julien Bachar a toujours été engagé. Il est devenu conseiller municipal à 22 ans. En septembre dernier, quand Jacqueline Eustache-Brignot, maire depuis 16 ans, a été élue sénatrice, elle a pensé à son jeune poulain pour lui succéder. Il dirige maintenant la ville, tout en restant modeste. J'ai connu un petit peu tous les rôles au sein des élus. J'étais conseiller municipal de base, je suis devenu conseiller délégué, puis maire adjoint. Mais après, voilà, il faut commencer à prendre en considération les nouveaux dossiers. Et Jacqueline est là à mes côtés pour m'aider. On monte une marche, quoi. D'être maire adjoint et de devenir maire, c'est deux mondes. On est dans le quotidien avec des dossiers qui sont parfois compliqués, avec du quotidien avec les habitants, avec tout ce qui est confidentiel, tout ce qui est... Voilà, donc je pense qu'il faut du temps. Les prochaines élections municipales sont en 2020. Cela laisse donc 3 ans au jeune homme arrivé en cours de mandat pour se sentir à l'aise dans ce nouveau costume de maire. Bon, on lui souhaite bonne chance. Yves Dutheil, maire pendant 25 ans, donc on peut en parler avec un peu de recul. Vous dites c'est la proximité et le réalisme des décisions qu'on prend, surtout. Vous dites j'avais la tête dans les nuages, mais les pieds dans le sol. Oui, moi j'écris des chansons, donc une chanson c'est pas quelque chose de très concret au quotidien. On est un peu rêveur, mais j'ai appris à rêver utile. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus concret qu'un rêve. Un rêve, il pèse son poids de papier et de paperasse. Après, il pèse son poids de parpaing et il s'inscrit dans la durée. Une rue, vous créez une rue, c'est pour 100, 200, 300 ans. Donc vous avez une action qui s'inscrit vraiment dans une espèce de courte éternité, je dirais. Mais surtout, quand vous commencez à vous occuper d'une commune, et là, je pense que comme il y a une véritable fraternité d'élus, on ne cherche pas à savoir de quel bord sont les uns les autres, même s'il n'y a aucun bord. Il y a une véritable fraternité. On commence par habiter sa ville, et puis ensuite, votre ville vous habite. Vous vous réveillez avec elle le matin, vous vous endormez avec elle le soir. On la sert. Oui, on la sert, et il n'y a pas de notion, et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Il y a 500 000 élus locaux en France et ces 500 000 personnes dévouées en immense majorité. On vous a déjà traité d'utopiste. Oui, ça c'est du quotidien, hein, on va dire. Mais non, mais parce qu'on aurait... Oui. Voilà. C'est bien, c'est une... Mais écoutez, je pense que oui, tout à fait, Philippe, j'ai exactement ça. C'est que on est là pour rêver pour les autres. Parce que tous ces projets... Regardez cette maison. Pensez pas qu'il y a quelqu'un qui l'a rêvé comme ça, faut rêver pour qu'elle existe quoi. Un jour. Ouais. Ce cadre dans lequel on vit, c'est un cadre à la fois imaginaire avant d'être réel, mais aussi très savant de choses scientifiques comme l'urbanisme, le vivre ensemble. Tout ça, c'est pas des choses abstraites. Donnez-nous des exemples concrets d'actions où vous avez rêvé grand pour votre village, justement. Vous avez eu une ambition, une vision tout d'un coup, et ça a donné un résultat. Alors là, ça va être très simple. Quand on est arrivé dans ce village de Précy, en Seine-et-Marne, il y avait une zone inondable, 3 hectares, et il y avait 86 maisons qui régulièrement étaient englouties par les eaux, avec les gens de l'eau jusque-là, les compteurs électriques qui bouillonnaient dans l'eau, les gens qui se déplaçaient en barque, les enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école, les ordures qui n'étaient plus ramassées, les risques de pillage. Et on a décidé, parce que de toute façon, cette responsabilité, on la portait. On a créé, à partir d'une zone de préemption qui servait en fait à
protéger la zone de Disney, etc. On l'a transformé, cette zone, en préemption sécuritaire. C'est-à-dire que pour éviter que des gens qui vendent leur maison dans ce secteur ne remettent d'autres gens en situation d'être en zone inondable, on est allé voir toutes les autorités locales et nationales pour essayer de trouver une solution. Et cette solution, on l'a mise en œuvre. Et ça a été le fait d'utiliser une zone de préemption pour que la région puisse racheter les maisons qui étaient mises en vente, simplement pour éviter que quelqu'un d'autre se retrouve dans la même situation. Et donc, fini en une dizaine d'années, on avait résorbé 95% d'une zone inondable habitée par erreur. Une erreur d'urbanisme. Des permis qui n'avaient pas été accordés, mais comme au bout de 3 ans, on ne peut plus rien faire, ils étaient devenus inattaquables. Et on a résorbé cette zone. Aujourd'hui, il doit rester 5 maisons. Et ça s'est passé sans aucune expropriation. Et ça s'est passé en douceur parce que c'était jamais des expulsions. Et on a inventé une méthode qui, au bout du compte, a été reprise pour la tempête Xynthia, qui a servi aux indemnisations, en quelque sorte. On avait trouvé une solution qui faisait que les gens étaient remboursés d'un sinistre qui n'avait pas encore eu lieu. Et au fond, on a inventé quelque chose. Mais ça, je peux vous dire qu'on en est extrêmement fiers. Extrêmement fiers. Ça se voit et ça s'entend quand on vous regarde parler. Jacques Bouteau, la proximité, c'est votre credo. Les parachutages, non merci. Vous dites, on fait de la politique là où on vit. Tout à fait. Moi, si je suis maire du 2e arrondissement, c'est parce que j'habitais le 2e arrondissement. C'est tout bêtement présenté dans mon lieu d'habitation. Mais vous voyez, quand je suis arrivé en 2001, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. À l'époque, on n'en parlait pas, c'était le bio dans les cantines. Et quand on a commencé à mettre en place des cantines bio, la plupart des gens autour de moi me regardaient avec des yeux écarquillés en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que c'est pas une lubie d'écolo encore ?» Et puis, on a donc invité les parents. Vous précisez que vous étiez un petit peu en avance sur votre temps. Hein. C'est avant que ça devienne... Là, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Des cantines mais je bio, parle il y a 17 ans. Voilà, tout à fait. Et donc, on a un petit peu inventé, entre guillemets, même si ça se faisait ici ou là, mais très, très peu dans les cantines. Et quand j'ai réuni les prestataires de services pour leur dire maintenant on va mettre du bio dans les cantines, ils m'ont dit oui mais c'est un peu plus cher. J'ai dit mais après tout ce qu'on paye comme maladie, comme mauvaise bouffe, etc., ce qu'on entretient comme agriculture intensive qui pollue, etc., ça coûte cher à la société. Et ils m'ont dit oui mais jusqu'à présent les élus qui nous ont précédés ou qui vous ont précédés nous ont toujours dit faites-nous des cantines moins chères pour que les parents fassent le chèque le moins vous avez bousculé les choses. Et je leur ai dit, mais chez vous donnez le meilleur à votre enfant, pourquoi est-ce qu'à la cantine, vous vous en désintéresseriez ? Ça veut dire qu'être maire, c'est aussi faire œuvre de pédagogie. Donc, c'est du 24-24. Hein, on comprend à vous écouter. On dort quand même. Est-ce que vous dormez, mais est-ce que vous avez le temps ? Non, parce qu'on entend souvent des maires qui sont présentés dans les médias en disant il est aussi, souvent dans les petites communes, il est aussi par ailleurs médecin ou dentiste. Le temps pour un autre métier, oui, non ? Oui, vous êtes pour un autre métier. Je m'occupe des chômeurs à Pôle emploi à temps partiel, mais j'ai voulu garder une activité professionnelle pour pas me couper de la vraie vie. Je prends le métro 2 fois par semaine pour me rendre porte des Lilas et pour faire un vrai job au service des demandeurs d'emploi, parce que ça me paraît essentiel. Les fonctions d'élus, c'est pas des métiers, même si ça demande un grand professionnalisme, c'est pas des métiers. Et une fois qu'on n'est plus élu, il faut retourner à la vie civile entre guillemets et avoir un job. Vous avez un autre métier ? Non, je peux pas. Non, vous y arrivez pas. Il faut quand même préciser, quand on a de telles difficultés économiques et sociales, vous dites tous, ce qui est important, c'est la proximité. On ne peut pas écouter 30 000 personnes, on ne peut pas répondre aux besoins de chacun. Comment faites-vous, du coup ? Une équipe d'élus, de maires adjoints, des services, encore une fois, des fonctionnaires. Petit tir au sort, ceux dont ils s'occupent. Non, donc il y a un dispositif, le territoire émaillé pour que cela remonte. Et puis, pour reprendre ce que disait Yves, il faut être utopiste. Je vais reprendre un slogan de mai 68, soyons utopistes, exigeons l'impossible. On a tous des expériences où si nous ne dépassons pas le cadre, nous n'y arrivons pas. Et donc il faut allier une vision
et en même temps un pragmatisme, parce que la réalité nous ramène toujours. Exemple, et nous sommes dans le réel. Chantier, parce qu'on aime bien les exemples vraiment concrets derrière les discours, aussi bienveillants soient-ils. La géothermie, ça s'appelle la géothermie profonde. Vous me corrigez si je me trompe, c'est vous l'expert, qui va vous permettre à votre échelle de respecter les objectifs de la COP21, à savoir faire baisser de 25% les charges de chauffage des habitants. Expliquez-nous brièvement. Depuis le 15 décembre, plus de la moitié de la ville bénéficie d'une énergie renouvelable en banlieue, alors que d'habitude nous sommes plutôt le bouc émissaire et nous renvoyons une image négative. Nous avons tenté ce pari de faire de l'écologie populaire, c'est-à-dire de voir à très long terme 15 000 tonnes de CO2 en moins rejetées, et en même temps de baisser la facture des habitants de 25% par une maîtrise publique, par une intelligence de projet et une mobilisation. Et donc là, je crois qu'on a réussi à penser l'avenir. Mais c'est surtout qu'à une échelle de 30 000 habitants, ça devient pas mal. Ça devient exemplaire, surtout. C'est un modèle à suivre. Mariem Tamata-Varin, autre illustration avec vous, à une autre échelle, encore une fois, mais c'est la même démarche. Même petite question que tout à l'heure, vous avez un autre revenu, un autre métier? J'ai un autre métier que j'exerce à temps partiel aussi. C'est vrai que c'est très compliqué dans les petites communes de pouvoir exercer. Quand on veut bien faire, et comme tous mes collègues, on porte notre commune complètement. On en rêve. Moi, le matin, c'est qu'est-ce qu'il y a encore à faire, et le soir, j'ai pas fini. C'est vrai que voilà, j'ai un autre métier. Je suis dans la formation à côté, et puis j'ai de la chance d'avoir un employeur très très compréhensif. Et la loi nous permet aussi de dégager pas mal d'heures pour la fonction. Donc, on arrive à jongler avec. Et puis, comme on disait tous, le fait d'avoir une super équipe derrière, et que vous avez raison de préciser. L'équipe, c'est pas forcément que les élus. Moi, mes secrétaires, mes agents font partie de mon équipe. Les secrétaires de oui, c'est que ferions-nous sans elles? Hommage aux secrétaires de... Marie-Jo, 25 ans de collaboration. C'est extraordinaire d'avoir des gens comme ça, qui sont aussi dévoués que les élus. Mais ce n'est pas que les secrétaires. Moi, je vois, même au niveau des ASEM. Tout à fait. Moi, j'ai des ASEM, quand leurs enfants sont malades, elles me mettent pas un arrêt maladie ou un enfant malade. Elles viennent avec leur enfant malade en disant on va le mettre dans un coin, mais on est là. Et c'est formidable d'avoir du personnel comme ça. Mais il y a un décalage entre l'idée qu'on se fait de l'élu et la réalité au quotidien. Je pense que la politique a pris un grand coup dans l'aile dans l'image de l'homme politique. Or, le maire, c'est quand même l'homme politique le plus humble de toute la chaîne. Mais c'est aussi... il est impacté par cette image globale de la politique. Mais c'est dur. Que nous, ici, on a une caractéristique, c'est qu'on habite la commune dans laquelle on est élu, et on n'a pas une démarche de carrière, mais une démarche d'aide des citoyens, notamment les plus défavorisés. Et c'est cette posture, je pense, qui nous rend crédible. Moi, je vais donner un exemple. On a été, vous y faisiez allusion, très dur dans la politique de réduction de la place de la voiture dans le centre de Paris. Parce qu'on sait que la pollution à Paris, c'est 2000 morts par an. Moi, j'ai commencé par faire une chose, c'est que j'ai dit à mon chauffeur et la voiture de fonction qui allait avec ma fonction de maire, désolé, je ne roule qu'en vélo. Et donc, voilà. On se rend bien compte que... Je me déplace en vélo, et donc ça crédibilise. Je ne peux pas dire aux gens, passez-vous de votre bagnole. Le maire doit être un citoyen comme les autres, avant tout. On bénéficie. C'est comme le traitement des médecins. C'est-à-dire qu'on subit ou on bénéficie. On ne dit pas un traitement, on en bénéficie. Là, c'est pareil. On bénéficie des décisions qu'on prend. Exactement. Vous avez des discours très engagés, extrêmement positifs, voire utopistes, et tant mieux. Alors, je ne veux pas assombrir le tableau, mais on va parler de ce qui fâche, à savoir du financement. C'est devenu de plus en plus difficile pour les maires, spécialement dans les petites communes. On sait que les budgets fondent et qu'il faut faire appel de plus en plus aux bénévoles, au système D. Je vous propose de regarder une illustration en images à Flagy, c'est en Seine-et-Marne, reportage signé Farid Benbekay et Philippe Aliès. Ce n'est jamais qu'une route communale, pas très fréquentée. Il faudrait la remettre à neuf, mais cet élu rural y a définitivement renoncé. Pour réparer un chemin comme celui-ci, sur plusieurs centaines de mètres, il nous faut au moins 90 000 €.
et on n'a plus les moyens de pouvoir non seulement emprunter parce que nous ne pouvons plus emprunter. Impossible en effet d'endetter la commune et ses 600 habitants. Jacques Drouin ne décolère pas. Son budget est en chute libre depuis que l'État a décidé de faire la chasse au déficit public. Lui aussi est confronté aux politiques voulues par les gouvernements successifs. Maire depuis 2014, François Desson a trouvé une solution pour rénover les sanitaires de l'école. Trouver 10 parents qui décident pendant leurs vacances de prendre du temps, de prendre au moins une dizaine de jours pour mettre en place tout un chantier, je dis bravo. Et pour les fêtes de Noël, c'est un peu différent. Le maire sollicite les entreprises. Le traditionnel concert de fin d'année aura donc bien lieu grâce au sponsoring. Donc le sponsor nous a donné les 3/4 du coût du concert, 500 sur 750. Au total, 5 000 € récupérés via le privé. Pour François Desson, les élus n'ont d'autre choix que de chercher de nouveaux modes de financement. Nous, on ne peut pas creuser du déficit, on n'en a pas le droit. Donc il faut trouver des solutions beaucoup plus inventives, et ça nous oblige à être plus intelligents. Reste à savoir si le contribuable sera sollicité. Non, affirme monsieur le maire. Difficile promesse qu'il faudra tenir. Voilà, difficulté au quotidien, ça vous parle? C'est tout à fait notre quotidien, c'est ça. C'est faire appel aux bénévoles, c'est comment on fait avec moins d'argent, alors que les problèmes s'accumulent. Comme il parlait de la voirie, il faut savoir qu'un mètre de voirie coûte le même prix à Paris qu'à Yèble. C'est pas parce qu'on est petite commune que ça nous coûte moins cher. Sauf qu'on a peut-être moins les moyens que sur une grosse commune. Et c'est vrai qu'avoir des habitants qui se mobilisent, des entreprises locales qui se mobilisent pour nous soutenir, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on ne vit quasiment plus que de ça maintenant. Vous avez l'impression d'être oublié. En plus, d'un mot, il y a eu l'intercommunalité qui est venue se mêler de ça, c'est-à-dire le regroupement de petites ou moyennes communes en une seule intercommunalité. Et vous dites, Yves Dutheil, du coup, nous, les maires des petites communes rurales, notre voix ne pèse plus. Elle ne pèse plus rien parce qu'on a construit une intercommunalité où on avait choisi la façon de régler la fiscalité, la représentativité, les compétences, etc. Puis un jour, on a reçu un avis préfectoral. C'était un arrêté préfectoral. On faisait désormais partie d'une intercommunalité de 300 000 habitants. Alors, un maire d'une commune de 700 habitants, dans une assemblée où on présente 300 000, il lève la main et il dit « Moi, je pense qu'il faudrait faire ci et faire ça. » Ou voilà, mon avis, c'est... Il dit « Merci beaucoup. Bon, alors maintenant, on décide. » Et puis, vous ne pesez rien du tout. Et par contre, vous avez beaucoup de responsabilités, et de responsabilités pénales en particulier aussi. Et s'il y a un problème, pour le coup, ça vous retombe dessus. Oui, parce que c'est toujours de la faute du maire, en fait. On est tous d'accord là-dessus. Il y a un truc qu'il faut éviter dans une commune, c'est de rencontrer les gens et de leur dire comment, ça va bien? Oui, parce que des fois, ils vous le disent, comment ça va. Ils sont tellement contents de vous voir qu'ils ont toujours quelque chose à vous demander. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire ça sans aimer les gens. C'est ça. Et au fond, c'est de l'altruisme à l'état pur. C'est quasiment du bénévolat parce que les frais qui sont versés, en fait, qui sont remboursés, parce que c'est un défraiement, c'est pas un salaire. Moi, je me revois encore un jour en tournée au Québec, téléphoner à mes frais, au sous-préfet, pour un problème d'inondation. Donc, à Montréal, vous êtes là et vous êtes toujours maire de Précy-sur-Marne. Et donc, l'argent, il est largement couvert par les frais que vous avez pour la représentation. Philippe Rio, il y a eu le fameux discours de Emmanuel Macron devant le Congrès des maires, plus ou moins bien apprécié. Il y a eu des sifflets qu'on a bien entendus. Et vous, coup de sang, vous avez pris votre plume et vous avez écrit à Emmanuel Macron pour lui dire nous, les discours, ça va bien. On sait de quoi on parle depuis 1000 rapports les uns derrière les autres. Et vous oubliez les quartiers en difficulté et les villes en difficulté. C'est votre cas, 30 000 habitants, l'une des villes les plus pauvres de France. Vous dites quoi? On nous a oubliés? Je dis que lorsque la République et les gens d'en haut, nos gouvernants, oublient des territoires, c'est la République qui est en danger. Il y a eu un appel de Grigny, plus de 1000 personnes, des maires de toutes tendances politiques confondues, se sont rencontrés. La maire de Paris est venue, Valérie Pécresse, Jean-Louis Borloo et d'autres sont venus parce que nous sentons que c'est la nation entière où il y a des territoires qui décrochent. Et nous ne voulons pas ça. Et donc nous disons... il faut faire autrement, il faut faire vite, il faut faire puissamment, parce que ce sont des vies humaines derrière des territoires. Ce sont des enfants.
Parce que quand on se disait que nous construisons l'avenir, nous construisons aussi les adultes de demain, à travers le temps périscolaire, à travers le sport, à travers la culture. Et si nous n'avons pas les moyens de permettre l'émancipation humaine à travers nos actions de proximité, d'autres le feront et n'iront pas dans le sens des valeurs de la République que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Et donc, l'argent est un élément extrêmement important et il faut qu'on arrête de nous couper les vivres. Il faut qu'on arrête de nous couper l'oxygène dont on a besoin pour faire respirer ces villes. Au cœur de ces villes, il y a l'école. Vous avez parlé des valeurs. Évidemment, ça commence par l'école. Vous, l'action dont vous êtes la plus fière, c'est d'avoir sauvé une école. Je voudrais que pour qu'on clôture cette émission, vous nous racontiez cette histoire qui est une belle histoire et qui est une histoire de rêve impossible. Tout à fait. En fait, si vous voulez, quand on est arrivé à la mairie avec l'équipe, il s'était posé un problème. Donc, je ne ferai pas la genèse de toute l'histoire. On a eu un boom de la natalité, un agrandissement du territoire avec des lotissements qui ont été accordés sur le plan de l'urbanisme. Donc, quand on est arrivé, il y avait un problème de place dans l'école. Donc, on avait un vieux bâtiment qui datait de 30-40 ans, plein d'amiante, qui tombait en ruine, où il a fallu scolariser des enfants dans ce bâtiment-là, puisqu'on n'avait pas autre chose à proposer, mais ça ne pouvait être qu'une solution provisoire. Il fallait trouver une solution pour financer la construction d'une nouvelle école. Puis en discutant avec les collègues, on s'est dit, si je pouvais, j'aurais financé moi-même. Je dis, attendez, bougez pas, la solution, elle est là. On va faire appel à la solidarité sous forme d'appel aux dons. C'est tout le monde qui a donné, des Français, des plus jeunes, des plus vieux, des... Alors, vraiment, on a eu... ça a été une aventure extraordinaire parce qu'on ne s'attendait pas à autant d'élan de solidarité, on n'attendait pas à ce qu'il y ait autant de retours sur cette opération. On a des enfants, moi j'ai des enfants de Bretagne, 5 ans, qui m'écrivent une lettre, voilà ce qu'on a dans notre tirelire, il y avait 5-6 euros. C'est des milliers de petites gouttes d'eau qui ont donné 50 000 euros quand même à l'arrivée. Ces 50 000 euros qui vous ont permis de récolter des fonds, une levée de fonds supplémentaire. Et à l'arrivée, vous avez sauvé cette école. Vous avez reconstruit une école. Tout à fait. Effectivement, on a réussi à construire une école grâce à la générosité de tous les Français, parce que les dons sont vraiment venus de toute la France, voire de l'étranger aussi. C'est à la fois magnifique et en même temps, c'est le constat que c'est nous, citoyens, qui nous relevons les manches et qui comblons les trous comme on peut. Et en même temps, ça fait naître de nouvelles formes de solidarité. En tout cas, le maire est là, il est bien là. Et en tout cas, à vous entendre aujourd'hui, il n'est pas prêt d'abandonner sa ville. Voilà. Il a aussi un rôle très poétique, je trouve, c'est de marier les gens. Et ça nous est envié par les maires de beaucoup de pays qui, eux, ne marient pas. Aux États-Unis, c'est les juges. Au Québec, c'est que les curés. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et en fait, par chance, on ne fait pas les divorces. C'est vrai que c'est pas vous qui faites les divorces. Non. Ah voilà, c'est très bien. Mais par contre, c'est une des choses qui nous on n'a que le bon côté. Vraiment marqué, parce que c'est toujours comme chacun dans sa mairie. On va rendre visite aux gens qui vont se marier, on discute avec eux pour avoir un petit peu la trame de leur histoire, et puis on leur fait un discours un peu sur mesure. Évidemment. Et en fait, une des choses qui m'ont vraiment marqué, parce qu'il y a l'émotion qu'on lit dans les yeux des mariés, ça c'est quelque chose que le public ne voit pas, parce que les mariés sont tournés vers nous. C'est vrai. Et nous, on a résolu, à la fin du dernier mandat, de retourner la situation, un peu comme ça se passe dans les églises. Vous avez mis les mariés face au... Mais oui, parce que imaginez que nous soyons seuls à voir monter l'émotion extraordinaire dans les yeux des mariés, et que tous leurs proches en sont privés. C'est pas normal. Donc, j'avais écrit une chanson qui disait « J'ai marié des gens qui s'aiment, et la lumière de leur sourire était le plus beau des poèmes qu'il m'était été donné d'écrire. » C'est une des choses qui reste aussi comme des très beaux souvenirs. Je n'ai aucun regret d'avoir... Non, ça ne me manque pas, mais je n'ai aucun regret d'avoir passé ces 25 ans au service de la population du village où nous habitions, parce que c'était un travail extraordinaire, c'est de l'humain. Et dans cette fonction, l'essentiel, c'est pas l'administratif, c'est pas le politique, c'est l'humain. C'est d'avoir des contacts. Dans les dossiers, exactement. De l'humain. Donc, Plessis-sur-Marne, la seule ville où on se marie de l'autre côté, en France. Non, mais je sens que je vais faire des émules. C'est possible. Je voudrais vous remercier en tout cas d'être venu nous livrer ces témoignages extrêmement concrets et extrêmement
humain de mère. Yves Dutheil, je cite de nouveau votre nouvel album, le dernier album en date qui s'appelle Respect. Merci à tous. Merci. Au fond, on a parlé que de respect aujourd'hui. Ben voilà, on a parlé de respect. Merci vraiment beaucoup. Merci, émission préparée avec l'aide de Margot Bétou, que je remercie également. 9h50 le matin, c'est votre rendez-vous tous les jours, quotidien sur France 3 Paris Île-de-France. Je vous retrouve avec grand plaisir tous les jours et en attendant, je vous souhaite une très belle après-midi. Nous avons le secret d'un bon réveil. C'était 9h50 le matin avec les literies Technilat.